Chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes à l'écoute du Libre Journal de Roland Huros, présenté ce soir par Arnaud Danjou. Nous allons traiter ce soir d'une question épineuse mais cruciale qui est « Qu'est-ce qu'être de droite ?» Pour cela, j'ai avec moi ce soir autour de la table Adrien Abosi. Bonsoir. Et je suis assisté de Sébastien de Querero. Bonsoir. Alors, avant d'entamer nos échanges, nous allons peut-être évacuer une partie de la question, Sébastien de Querero, qui est qu'est-ce que la droite et surtout peut-être évacuer ce qu'on a appelé des gens de droite depuis environ 50 ans. Oui, en effet, il y a un mouvement historique qu'on appelle le mouvement Sinistro-Gir, qui est ce mouvement qui a fait que progressivement, en fait, des familles de gauche sont venues s'additionner à mesure que l'histoire politique française et ensuite mondiale se déroulait. On sait bien que le concept de droite et de gauche, enfin, je dirais académiquement, on enseigne ça encore dans les facultés, que la notion de droite est apparue au moment de la Constituante, où les partisans du veto du roi se sont assis à la droite de l'Assemblée. Et depuis lors, finalement, on va dire cette famille politique s'est instituée de cette sorte. La gauche en contradiction, ce qui était en défaveur du pouvoir exécutif. Et ce sera d'ailleurs une des grandes lignes de la gauche. Les opposants au pouvoir exécutif se sont assis à la gauche. Et dès lors, sans cesse, depuis cette date, depuis 1791, sont venus s'ajouter toujours plus de familles politiques à gauche. Ce qui fait que des gens qui étaient rangés à droite se sont vus additionner finalement d'autres personnes qui à l'origine étaient considérées comme de gauche. Le meilleur exemple évidemment c'est la famille libérale, qui est la première famille de la gauche, la première gauche intellectuelle et politique et libérale. Or aujourd'hui le libéralisme, au moins depuis les années 50, est considéré comme une famille de droite. Or il n'en est rien. Si elle est située à droite de l'échiquier politique, parce qu'elle a été justement ravalée dans ce champ par cette apparition régulière, si vous voulez, de nouvelles familles à gauche, elle ne peut pas être classée de droite. Donc ça c'est une distinction importante. Être rangé à droite ne fait pas de vous un homme de droite. D'autres cas, on pourrait donner quelques exemples. Par exemple, les chrétiens démocrates sont considérés aujourd'hui comme tous les modérés, les républicains indépendants et autres, sont considérés comme des gens à droite, sans être de droite. Même le gaullisme, on pense au RPR qui a toujours cultivé une imagerie très jacobine, très républicaine, avec le bonnet phrygien, des références constantes au régime républicain, aux valeurs de la République, ces valeurs qui ne sont jamais définies, mais qui malgré tout renvoient pour l'essentiel à la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, auquel on pourrait ajouter aujourd'hui aussi laïcité. Tous ces gens sont rangés à droite. Et cependant, ils ne sont pas de droite. Pourquoi ? Eh bien, justement parce que dans la grande classification de René Raymond, on connaît tout ça, on a tous vu ça à l'école, les trois droites, la droite orléaniste, opportuniste, la droite d'affaires, puis les droites qu'on a qualifiées de bonapartistes, avec évidemment la grande famille bonapartiste au XIXe siècle, puis sa résurrection finalement avec la droite gaulliste. Et puis enfin la droite légitimiste qui, pour ainsi dire, a disparu du champ politique, qui elle représentait plutôt, disons, les valeurs du trône et de l'autel, pour faire simple, et qui était en fait l'incarnation d'une droite, sinon contre-révolutionnaire, en tout cas hantée dans une préoccupation sociale très nette, qui la distinguait très nettement de la droite orléaniste, et qui aussi était du côté des libertés. On pense à la liberté de la presse, la fameuse loi de 1880 sur les associations, la défense de l'ensemble des libertés publiques a toujours été un de ces chevaux de bataille. Et cette tradition-là a, pour ainsi dire, disparu, la droite a été ensuite qualifiée de parti de l'ordre, alors qu'à l'origine elle était plutôt le parti des libertés au pluriel. La gauche, elle, aura été le parti à la fois du progrès d'une part, et d'autre part, le parti de la question ouvrière. La droite, jadis, était le parti de la nation, d'une part, et de l'autre, de la liberté, au singulier cette fois. Et je crois que voilà, c'est autour de tous ces concepts-là qu'on va essayer de discuter ce soir, de faire le tri, de dégager quelques grands principes qui pourraient servir à refonder la droite. Alors, avant de passer la parole à nos invités, je voudrais juste signaler que depuis quelques temps maintenant, presque 4-5 ans, régulièrement, la presse à droite, comme Valeurs Actuelles, fait des dossiers sur la reconstruction de la droite. Là, par exemple, je crois que c'est le numéro du 25 au 31 mai 2017 qu'Alexandre Cugnache a eu la gentillesse de me donner tout à l'heure. Un long dossier, sur comment sauver la droite. Mais c'est pas le premier.
On a entendu aussi cette initiative qui a été lancée par des anciens de la Manif pour tous, des gens autour de l'Uni, avec Madeleine Bazin-de-Gessé pour les veilleurs et Sens commun aussi. Comment s'appelait ce mouvement déjà, Alexandre? Sens commun. Non, mais l'initiative qui a eu lieu l'année dernière de restauration de cette droite de conviction. On se souvient aussi de la tribune de Sens commun sur la droite que nous voulons. Voilà, mais c'est un peu une arlésienne. On a déjà eu ce cas dans les années 80, 90 autour de personnalités comme Michel Barzac, Michel Noir, tout autant de personnalités d'ailleurs qui ont disparu de la scène politique. Mais c'est une tentation, un appel régulier de faire sortir finalement les cavaliers légers de la jeune droite pour reconstruire une droite politique, incarner ce conservatisme impossible, pour citer le titre d'un ouvrage important de François Huguenin, qui a été republié d'ailleurs sous un titre un peu différent. Je crois que c'est Histoire des droites, tout simplement, qu'on peut trouver, je crois, chez Tempus ou chez, oui, je crois que c'est chez Perrin. Donc voilà, si vous voulez, il y a toute cette affaire de la refondation de la droite. Mais la question, c'est refonder la droite. D'accord, beaucoup en conviennent, mais sur quel principe? Alexandre Cugnage, que vous évoquent ces premiers mots jetés sur la table? Déjà, je suis pour l'essentiel totalement d'accord. Je crois que la distinction fondamentale que Sébastien a mise en lumière, c'est celle d'être à droite et celle d'être de droite. À titre personnel, je crois, comme tous ici autour de cette table, et comme la plupart de nos auditeurs, je me considère comme étant profondément quelqu'un de droite. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Effectivement, ce n'est pas un positionnement politique. Je ne me positionne pas à droite, même si je suis positionné à droite par la force des choses. Et encore, on pourrait en discuter. Je crois qu'on va en discuter tout à l'heure. Oui, parce qu'il faut rappeler pour nos auditeurs, vous êtes élu en région centre sous l'étiquette du Front National. Mais avant, vous avez eu aussi... Mais j'ai eu des engagements précédents à droite, et même de droite, au ciel de Karim Mouchik et avant de Paul-Marie Couteau, et même avant au CNI. J'ai été candidat divers droite avant d'être candidat RBM, puis Front National, et élu maintenant. Mais pour moi, la question de l'étiquette, comme disait le cardinal de Retz, il faut savoir changer souvent de parti pour ne jamais changer d'idée. Il faut savoir conserver ses idées, ses convictions, et ensuite trouver les opportunités les meilleures pour l'intérêt du pays, parce que c'est ça, après tout, qui nous intéresse. Donc, être de droite, je crois que c'est le sujet de votre émission, ça tombe bien. Je pense que c'est d'abord une position philosophique et même plus profondément un rapport au monde. Je crois qu'il y a profondément deux classes d'hommes, des hommes de gauche et des hommes de droite. Je dirais plus loin. Il y a trois classes d'hommes. Il y a des hommes politiques, politisés en tout cas, ou qui ont une vision politique du monde, qui sont soit de gauche, soit de droite, et un tiers d'hommes, une sorte de tiers-état humain, qui en fait n'a pas de vision politique. Je crois qu'on a plus d'ailleurs en commun avec les gens qui sont de gauche que les gens qui sont ni de gauche ni de droite. Tout le problème de M. Macron. Mais donc, qu'est-ce que être profondément de droite? C'est ce ressenti, c'est ce sentiment de devoir, d'être un héritier, de n'être pas le premier, d'être un successeur, d'être un fils, d'être un mari ou une femme, d'être un père également, d'avoir des liens, d'être un ami, c'est-à-dire être lié en permanence avec les autres, être lié à ses parents profondément, assez aligné, le français classique disait à sa race, mais ce mot est interdit aujourd'hui, d'être lié à ses frères et sœurs, d'être lié à son épouse ou à son mari lorsqu'on est marié, non pas par un simple contrat, mais par un engagement moral et éternel, si l'on est catholique ou chrétien. Lié à ses enfants et lié par cela, par ces chaînes, par ces chaînons, à tous nos groupes sociaux. Donc notre famille, évidemment, notre nation, je rappelle le mot de Bainville, la France, c'est mieux qu'une race, c'est une nation. Donc la France, dans le langage de Bainville, c'est mieux qu'une lignée,
c'est une nation. Ça veut dire que nous avons un lien politique transgénérationnel envers tous nos ancêtres, tous ceux qui sont morts ou qui ont combattu, même qui ne sont pas morts, toutes les femmes aussi, elles qui ne sont pas mortes au combat, mais qui ont porté les générations de Français qui nous ont précédés, et aussi un lien avec l'avenir. Donc là, on peut reprendre le fameux mot de Renan sur la nation. Je ne sais pas qui l'a précisément en tête pour faire la citation. La France, donc, c'est la volonté de vivre ensemble, etc. Donc, le fameux vivre ensemble. C'est avoir fait des grandes choses dans le passé. Exactement. Mais vouloir conserver l'héritage. Donc, c'est ceux qui sont d'abord les héritiers qui veulent continuer. À mon avis, cette définition est imparfaite parce que nous sommes déjà alliés avec les générations qui vont nous suivre. La seule condition, c'est qu'elles existent, donc que nous les fassions. C'est ça notre rôle à nous. Donc être de droite, profondément, c'est ce sentiment d'être un débiteur. Alexandre Abosi. Adrien Abosi. C'est Adrien. C'est parce que vous confondez les avocats, c'est pour ça. Alors, moi, j'ai une approche anthropologique du clivage gauche-droite. On l'a dit Sébastien de Queyroix, le clivage est né à la Constituante. Et c'était un clivage très profond, puisque d'un côté se sont placés les gens partisans de la Révolution, c'est-à-dire partisans d'une nouvelle anthropologie fondée sur la lumière, et à droite se sont assis les gens qui étaient donc les partisans du roi et se faisant les continuateurs de la France. Et un homme de gauche, avant toute chose, se définit par le fait que, par différents biais, que ce soit par une histoire racontée avec un récit totalement bidonné, que ce soit par l'immigration, que ce soit par l'éducation nationale qui trafique les esprits, etc., veut substituer à l'anthropologie française, qui porte tous les péchés du monde, bien entendu, à ses yeux, une autre anthropologie, celle de l'homme nouveau, celle de l'homme révolutionnaire. Donc être de droite, c'est quoi ? Eh bien, je le dis sans provocation, c'est être français. Et je considère qu'on ne peut pas sincèrement être de gauche et être français. Pourquoi ? Parce que les principes que la gauche porte aboutissent mécaniquement à la disparition de la France, tout simplement. Tout simplement. Alors, se pose la question, effectivement, de cette crise de la droite perpétuelle, puisqu'en réalité, depuis 1789, il y a eu deux moments vraiment de droite. C'était le règne de Charles X et le règne d'un certain Philippe qui est mort en 1951. Sinon, la dynamique révolutionnaire n'a fait qu'aller s'accroissant. Okay. Et je suis désolé, là, je vais blasphémer, là. Je vais citer BHL. Il y a des années de ça, il a fait un bouquin qui s'appelait « Ce grand cadavre à la renverse ». Et il expliquait ce qu'étaient les marqueurs idéologiques de la gauche. Il avait tort sur l'un d'entre eux qui était celui de la colonisation, puisque la colonisation, question algérienne mise à part, c'est une œuvre de gauche. Mais sinon, il évoquait quoi donc ? Il évoquait la question de l'Algérie, il évoquait Vichy et il évoquait la Révolution. Eh ben, il avait raison, ce cher BHL. Il avait tout à fait raison. Alors, quand on pense à la question de la refondation de la droite, le problème, c'est que tous ces gens qui nous parlent de refondation de la droite, notamment valeurs actuelles, ce sont des gens qui, d'une part, acceptent tous les mythes fondateurs de la gauche, tous les mythes fondateurs donc, de la République, etc. Et ce sont des gens qui acceptent tous les fondamentaux philosophiques de la gauche. Les gens de valeurs actuelles, je leur fais ce procès d'intention d'être des hommes de gauche. Alors de gauche peut-être moins radical que les autres gauches, mais ils partagent les mêmes fondements idéologiques et au final, cela aboutit aux mêmes conséquences. Et d'ailleurs, écoutez, on l'a remarqué quand même, moi je mets au défi n'importe qui de me dire les différences de fond entre les gouvernements qui se succèdent en France depuis 40 ans, alors qu'on ne connaît que des alternances. C'est absolument évident. La droite en France a disparu de l'échiquier politique en 1944 et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pourquoi on a eu ce mouvement Sinistre-Gir ? Il y a Henri Coston qui nous donne une réponse très intéressante. Il évoque que, en gros, je surschématise pour me faire comprendre et pour aller vite, en gros, la bourgeoisie industrielle au XIXe siècle s'est ralliée à la gauche, aux Lumières, etc. Et en revanche, l'économie traditionnelle fondée sur la paysannerie, elle, était plutôt de droite de façon naturelle, on le devine bien. Mais comme le 19e siècle a vu l'explosion de l'industrie, et donc l'explosion de puissance politique par conséquent, et au final, ce sont les partisans de l'industrie, et donc des Lumières, et donc de la République et de la Révolution, qui ont pu s'imposer in fine, tout simplement. Et il y a eu une marginalisation économique, sociale, anthropologique et médiatique. Donc le clivage gauche-droite, c'est un combat anthropologique entre les éléments de la société qui veulent
substituer à la France un autre pays qui s'appelle la République avec un grand R, et qui repose sur, notamment, pas que, mais l'idéologie des Lumières. Et la droite, ce sont les éléments de la société qui veulent perpétuer l'héritage spirituel et culturel de la France. Un dernier mot. Mon confrère évoquait une chose très juste, ce sont les liens. Les hommes de droite, les Français, sont des hommes de liens. Et les hommes de gauche, eux, que sont-ils ? Ce sont des hommes de l'individualisme. Ils se pensent collectifs parfois parce qu'ils ont un petit côté coco, un petit côté collectiviste. Mais même ce collectivisme masque un individualisme. Et d'ailleurs, quand on a vu la manif pour tous, les hommes de gauche ne comprenaient pas. Ils nous disaient, mais on ne vous retire rien en tant qu'individu, alors quel est le problème ? Mais oui, mais on ne se bat pas pour les individus. On ne se bat pas pour notre petite pomme, on se bat pour la société. Les hommes de gauche n'ont aucune revendication par rapport à la société. À part qu'ils se défrancisent, bien entendu, puisque ça, c'est le sens de leur vie. Mais sinon, les hommes de gauche ne savent pas s'extraire de cet individualisme. Et les solidarités de gauche sont des solidarités qui sont totalement artificielles. Un dernier mot pour terminer. On prend la question, par exemple, de la question ouvrière. La question ouvrière a beaucoup intéressé la gauche, on va dire, à partir du 19e jusqu'aux années 80, quand ils voyaient dans ce levier ouvrier un moyen d'attaquer la France traditionnelle et en fait un moyen de liquider la France que nous défendons. Mais à partir du moment où il y a eu d'autres leviers beaucoup plus utiles, ils ont complètement oublié la question ouvrière. L'immigration, par exemple, a permis d'être un nouveau mode de subversion, d'ailleurs beaucoup plus percutant. Oui, je pense à un livre, parce que vous parlez de subversion, de Jacques Dupeyron, qui est loin, qui est sous d'autres cieux. S'il nous écoute, je le salue bien, parce qu'il a beaucoup compté dans la formation du jeune homme que j'ai été jadis. Un livre qu'il avait écrit, justement, Jacques Dupeyron a écrit de nombreux ouvrages sur la dichotomie droite-gauche. Un important, le deuxième volume de son œuvre majeure, qui s'intitulait Droite et gauche, entre décadence et subversion. C'est-à-dire que la droite, Alexandre Cugnache le disait tout à l'heure, c'est aussi un ressenti, un sentiment. Je crois qu'on peut quand même dire un mot de cet aspect psychologique de cette dichotomie droite-gauche. C'est une catégorisation psychologique des hommes en fonction de leur psyché justement, dans l'une ou l'autre de ces grandes familles politiques. L'homme de droite a profondément le sentiment du déclin. C'est-à-dire que c'est un nostalgique de l'âge d'or. Depuis Platon, on écrit que les générations sont moins pieuses, moins vertueuses. Voilà, je crois que là, en effet, il y a un tour d'esprit qui est d'ailleurs facile à nous opposer en disant qu'on a toujours dit cela. C'est vrai, on a toujours dit cela dans le camp, on va dire, conservateur, dans le camp réactionnaire. Cependant, je crois qu'il y a quand même des réalités historiques, psychologiques derrière ces faits qui expliquent ces propos. Mais si l'on va un peu au-delà de cette catégorisation psychologique qui veut que l'homme de droite soit plutôt un être pessimiste, tandis que l'homme de gauche, en fait, est un homme de progrès, donc il surinvestit psychologiquement sur l'avenir, et d'une certaine façon, la fin justifiant les moyens, cela autorise toutes les manigances, tous les actes immoraux, toutes les subversions, justement. Pour citer ici Trotsky, par exemple, dans Leur morale et la nôtre, où il explique très clairement, alors là, avec un point de vue très particulier, parce que toute la gauche n'était pas bolchevique, toute la gauche n'était pas communiste, toute la gauche n'était pas trotskiste sur le plan de la morale d'action, ou de l'immoralité d'action. Il n'en demeure pas moins que l'homme de gauche, malgré tout, attend de l'avenir, finalement, une somme positive en faveur des populations dont qu'il prétend défendre. L'homme de droite, lui, a plutôt tendance à regarder le passé comme source d'inspiration et comme âge d'or, et donc comme situation, on va dire, idéale. Et là, encore une fois, on peut être un homme de droite sans idéaliser le passé. Il ne s'agit pas de refaire. Être un homme de droite, ce n'est pas refaire à l'identique ce qui a été fait hier, mais au contraire, de ressusciter ou de maintenir vivant des principes, de la même façon que la vie végétale croît, je dirais sans que l'œil ne le voie. Il faut faire un lapse time, comme on dit en anglais, pardonnez-moi pour cet anglicisme, mettre un appareil photo qui filme longuement les êtres végétaux pour voir la croissance des plantes. Mais c'est ce principe vital qui est finalement le principe d'organisation de l'idée politique de droite, c'est-à-dire à la fois organicisme et non pas une vision minérale du passé. Le passé n'est pas une roche dans laquelle on grave de grands principes destinés à ordonner l'avenir. C'est plutôt
la transmission, la tradition au sens d'une croissance, une croissance organique, homogène, comme est la croissance des plantes. Je crois que ça, c'est aussi une des deux grandes divisions entre la droite et la gauche, et donc entre les gens classés à droite et les gens de droite. C'est que les hommes de droite ont une vision organiciste de la vie, de l'organisation, et tout spécialement de l'organisation politique. Alexandre Cugnache. Oui, je voudrais réagir à votre propos, Sébastien de Querero, parce que, évidemment, encore une fois, je suis en partie d'accord, mais suscite pour moi une réaction. Quand vous dites que l'homme de droite est tourné vers le passé, je ne suis pas d'accord. En revanche, quand vous dites qu'il est pessimiste, je crois pouvoir trouver l'origine de ça. Un mot sur le fait que l'homme de droite serait tourné vers le passé. Me semble-t-il, Baudelaire disait que le passé est aimable d'être le passé. Et que le passé existe. Il a existé. C'est une réalité. Le futur n'est qu'une potentialité. Ben, comme dit Alain Finkielkraut, on n'enseigne pas encore le futur. Exactement. On n'enseigne pas encore l'avenir. Que l'homme de droite regarde le passé, oui, c'est naturel. C'est bien naturel. Ça rejoint précisément ce que je disais tout à l'heure. L'homme de droite se considère comme, à juste titre, me semble-t-il, comme un héritier, donc récupère l'héritage du temps passé. Encore une fois, on ne peut pas récupérer l'héritage du temps futur. Nous sommes... Voilà, c'est... une chose, mais d'ailleurs qui est peut-être plus profonde qu'on imagine, et j'en dirai, si j'ai le temps, un mot tout à l'heure. On récupère cet héritage, mais nous ne faisons que suivre la ligne du temps. Nous sommes dans l'ordre. Nous sommes dans l'ordre temporel, dans l'ordre naturel. On va reparler, je crois, de cette notion d'ordre, qui est profondément une notion de droite. Vous parliez d'organicisme, c'est également un ordre. Une plante se développe selon un ordre préétabli, selon son code génétique, qui est son essence. Là, et selon des lois mathématiques aussi absolument d'airain. Et voilà, exactement. Là, la nature nous contraint, mais cette contrainte pour nous est belle. C'est là... C'est l'acceptation de cette contrainte qui est notre liberté. Et nous venons sur plusieurs sujets. Alors, je ne m'étendrai peut-être pas sur tous parce que à chacun son tour, mais je crois que l'homme de droite, alors peut-être certains sont-ils dans le regret et dans la nostalgie, mais ce n'est pas profondément ça. C'est surtout sur la conscience du passé. C'est cette conscience qui nous permet ensuite de regarder vers l'avenir. Mais pourquoi cette conscience ? Tout simplement parce que, encore une fois, cet homme de droite, nous-mêmes, nous sommes des héritiers. Peut-être sommes-nous beaucoup plus conscients de notre finitude. C'est-à-dire que nos prédécesseurs, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents sont morts. Tous nos ancêtres sont morts, quasiment tous, sauf ceux qui nous sont les plus proches. Mais encore une fois, cette mort-là n'est pas forcément inquiétante. Mais après, elle n'est pas toujours joyeuse. Donc oui, tout finit, nous le savons. L'homme de droite sait que tout finit. Un jour, la France finira. Un jour, le monde finira. Enfin, tout finit ici-bas. Nous nous retrouverons, je l'espère, tous ensemble auprès de notre Créateur. Mais il y a cette conscience, et encore une fois, Baudelaire parlait de ça, de la beauté de la rose, de la fleur qui fane. C'est en tant qu'elle fane qu'elle est belle. Elle ne fanerait pas, elle ne serait pas belle. Parce que c'est son statut c'est le kairos, de chose c'est le moment, éphémère oui, qui lui donne toute sa beauté. Et la beauté de la vie sur Terre, ou sa cruauté, enfin tout ce qui fait le sel de cette vie, c'est justement cette profonde tristesse, c'est-à-dire que tout finira un jour. Et je crois que on revient à la question du sentiment. C'est très bizarre d'ailleurs, nous parler 2 fois de suite de sentiment pour l'homme de droite. Maurras peut-être se retomberait-il dans sa tombe. Mais je crois qu'il y a ce sentiment de cette finitude, et c'est à la mesure de ce sentiment de la finitude que l'on comprend l'importance justement des liens avec ceux qui nous précèdent et ceux qui nous succèdent. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes à l'écoute du livre journal de Roland Hureau, présenté ce soir par Arnaud Danjou. J'ai ce soir autour de la table Adrien Abosi, Alexandre Cugnache, et je suis assisté de Sébastien de Querero. Nous entamions donc des échanges sur qu'est-ce qu'être de droite. Je pense qu'on peut regrouper nos premiers éléments en disant que la droite est fondamentalement conservatrice, alors que la gauche propose une anthropologie profondément révolutionnaire, c'est-à-dire au sens du revolvaré, et qui repose sur une vision de l'homme nouveau, de la table rase, d'une séparation entre tous les liens que nous avons décrits auparavant.
Adrien Bozzi. J'aimerais rebondir sur quelques mots qui ont été prononcés et qui sont très intéressants. Pessimisme, regret, nostalgie et conscience du passé. C'est parce que nous avons conscience du passé que nous avons ce pessimisme, ce regret et cette nostalgie. Quand on évoque ces mots, on a tendance peut-être à être caricaturé, en quelque sorte en enfant gâté, en somme, qui n'arriverait pas à se satisfaire du moment présent. Alors la question qui se pose maintenant, c'est la question du bien fondé ou du mal fondé de ce pessimisme. Et quand on aime la France et tout ce qu'elle porte d'un point de vue civilisationnel, et pardon, je prononce ce mot de spirituel, il y a quand même des faits qui sont incontestables, qui est la défrancisation de la France, qui est la déchristianisation de la France, qui est l'abrutissement des esprits, qui est l'effondrement des arts et des lettres, l'effondrement de l'architecture, etc., etc., etc. Donc le pessimisme de l'homme de droite est tout à fait justifié. Et enfin, on a évoqué un mot très important qui est celui de finitude. Pourquoi est-il important ? Je vais citer un auteur qui est un très bon prosateur mais qui est une catastrophe d'un point de vue doctrinal, qui est Charles Péguy, qui a dit la phrase la plus stupide politiquement, la République, notre royaume de France. Ceci étant, il a une autre bonne formule que je reprends, qui nous dit l'homme moderne prépare sa retraite, le chrétien se prépare à la mort. On pourrait transposer l'homme de gauche prépare sa retraite et l'homme de droite se prépare à la mort. La droite, justement, a conscience de la finitude, et c'est parce qu'elle a conscience de la finitude qu'elle nous prépare à l'éternité. Elle nous prépare à l'éternité. La France nous prépare à l'éternité. La France est un marchepied vers le ciel. Elle n'a de sens que en tant que marchepied vers le ciel. C'est d'ailleurs ce que la gauche conchit absolument, qu'elle veut détruire absolument, qu'elle vomit, qu'elle a pour horreur. Hein. Et donc, nous, hommes de droite, nous sommes français, et nous, Français, eh bien, nous nous préparons à l'éternité, si vous me permettez d'employer des mots un petit peu pompeux. Oui, autour de ces échanges, il y a une notion qui me vient à l'esprit entre ce que vient de dire Adrien Bozzi et ce que disait tout à l'heure Alexandre Cugnache, c'est le sens du tragique de la vie. Ça, c'est peut-être un des grands traits psychologiques, même peut-être métaphysiques de l'homme de droite, c'est le sens du tragique. Et évidemment aussi, en un certain sens, le sens du caractère spirituel, de la primauté du spirituel. Alors non pas au sens, là je veux pas être contredit par mes maîtres, et en particulier par tous les lecteurs de Charles Maurras. Il s'agit toujours évidemment de privilégier la politique dans l'ordre des priorités, la politique comme art architectural de la vie en société. Donc le politique d'abord restera une des lumières, si vous voulez, qui guidera mon action. Cependant, l'homme de droite a aussi conscience du caractère spirituel et de sa nature. Et ça, c'est aussi la grande différence probablement fondatrice, dont on parle peu finalement dans la sphère publique, dans l'arène politique. C'est les questions d'ordre spirituel. C'est pourtant très important, et je crois que c'est absolument fondamental de remettre cette question de la primauté du spirituel au cœur du débat politique, parce que si on ne fait pas cela, on ne pourra pas remettre en question les fondements de la gauche dont parlait Adrien tout à l'heure, c'est-à-dire l'idéologie des Lumières. Parce que au moment où Voltaire voulait écraser l'infâme, les Lumières ont tenté de substituer au dogme de la foi de nouvelles idoles, enfin des idoles nouvelles, qui étaient les grands principes des Lumières, à commencer par la poursuite du bonheur. Or, je parlais à l'instant du sens tragique de la vie. L'homme de droite ne cherche pas le bonheur, il veut un destin. C'est la très belle phrase d'Ernst von Salomon. Nous avons une question d'un auditeur qui nous dit « En vous obstinant à parler de gauche et de droite, aujourd'hui, vous ne contribuez pas à faire comprendre à nos compatriotes la situation actuelle. Il faut parler de mondialisme ou de défenseur de la nation. Dans les deux cas, il y a des nuances. Gauche et droite sont un habile montage qui masque le fond. » Alexandre Cugnache, pouvez-vous répondre ? Oui, une réponse rapide à cet auditeur. Je crois que cette question rejoint aussi la position stratégique du Front National aujourd'hui, et j'en dirai un mot justement à ce propos. Notre sujet là est de parler de l'homme de gauche et l'homme de droite. Donc c'est vraiment un sujet, je crois, philosophique. C'est une vision du monde. Après, est-ce que nous devons politiquement, pratiquement, travailler avec des gens qui sont situés à gauche ou à droite, c'est un autre sujet. Évidemment, il y a des gens qui sont situés sur le spectre politique aujourd'hui à gauche que nous devons rallier à notre cause, et des gens à droite qui sont opposés à notre cause. C'est complètement différent. Je crois malheureusement que certains au Front National n'ont pas compris cette distinction, mais moi je suis un homme de droite et je défendrai toujours des convictions de droite. Voilà. Après, c'est très simple. La stratégie politique
me semble-t-il, dans le cadre de la démocratie telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'est pas la même chose que la réflexion sur des types humains que sont l'homme de gauche, l'homme de droite. Et je crois qu'Adrien Abosi a parfaitement raison, mais j'apporterai une nuance tout à l'heure à son propos, en disant qu'aujourd'hui, être de droite, c'est être de droite en France, c'est être tout simplement français. Alors que être de gauche en France, c'est ne pas être français. Je mettrai une nuance tout à l'heure, parce que je crois qu'il y a un tour psychologique qui peut expliquer certaines choses. Mais ce que je crois, c'est que l'auditeur sous-entend aussi que lorsque l'on essaie de travailler sur cette notion de droite, de redéfinir une droite authentique, il y a toujours la crainte de nous voir collaborer avec des forces à droite. Je pense là par exemple à cette aimable exploratrice ou navigatrice dont le nom m'échappe, Fontenoy. Maude Fontenoy. Maude Fontenoy, qui d'ailleurs écrit occasionnellement apparemment dans Valeurs Actuelles, et qui a repris d'une certaine façon le programme défini par Luc Châtel à la Tribune. Je crois que c'était un congrès national de l'UMP, enfin vous m'excuserez, je connais pas très bien la vie interne de ce parti d'opportunistes. Mais enfin, Luc Châtel avait rappelé donc que l'UMP, à la suite donc les Républicains à la suite de l'UMP alors, doit être le parti des gaz de schiste, des OGM, de l'innovation, pas du principe de précaution mais du principe d'innovation. Or, je crois que là, nous sommes au cœur de notre sujet, c'est-à-dire que Luc Châtel se veut le héros RAULT du parti du progrès, du parti du mouvement. Or ça, Adrien Abosi, historiquement, c'est le fait de la gauche. Tout à fait. La droite a disparu de l'échiquier politique. Elle aurait pu renaître si MacMahon, à la limite, avait gagné, mais il a perdu. Donc merci Gambetta. Hein. Mais il y a quand même eu là je peux pas être tout à fait d'accord avec vous, il y a quand même eu on va dire des initiatives de témoignage importants. Ah oui, tout à fait. Le RPF en 47, non. Le RPF c'est de gauche, non, arrêtez. Non, ça n'engage que ma subjectivité, mais fondamentalement, quels sont les fondamentaux philosophiques et anthropologiques soutenus par De Gaulle ? C'est pas la France catholique, faut pas dire n'importe quoi. Non. Non, mais enfin, cela dit, autour du RPF, il y avait des gens, des hommes de droite. Ah, mais des gens, sans doute. Non, mais des gens de. Mais à quoi se rallie-t-il ? Non, mais après, on va pas faire une émission sur la question de la figure du général de Gaulle. La question, c'est, est-ce que la droite a disparu en 44? Non. Il y a eu des personnalités qui ont incarné cette droite sur le terrain intellectuel, même sur le terrain organisationnel. Le CNIP, par exemple, pendant très longtemps, a été une organisation authentiquement de droite, pardonnez-moi, authentiquement de droite, avec des principes, je dirais, très clairs sur la question, par exemple, de l'organisation des territoires, le fédéralisme, la préoccupation de la vie humaine, et je pense qu'on ne peut pas simplement comme ça d'un trait de plume, si vous voulez, biffer toutes ces expériences et qui ne sont certes que des balbutiements. Hein. Elles ont manqué à prendre le pouvoir et surtout à prendre le pouvoir culturel. Ça, j'en conviens bien et c'est là-dessus qu'il faut que nous travaillions pour l'avenir. Mais en revanche, je crois qu'on peut pas nier ces initiatives. D'autant, pardon, Adrien Abosi, que sur la figure du général de Gaulle, il me semble que l'homme est incontestablement un homme de droite. Oui, comme François Mitterrand d'ailleurs. Après, je ne parle pas de Il a fait une politique de gauche, mais ça c'est un la question qui se pose mais quand on observe une politique et quand on l'apprécie, ce sont les résultats. Avec de haut, non, c'est pas ça où je veux en venir. C'est, d'un point de vue français, la politique qui a été menée ou le programme que l'on envisage stimule-t-il l'anthropologie française ou stimule-t-il l'anthropologie révolutionnaire ? C'est tout. On stimule l'enracinement ou on stimule le déracinement ? Je suis désolé, moi c'est ma grille de lecture, je puis me tromper, mais ma foi, vous savez, moi je suis avocat et je ne plaide que les dossiers que je crois maîtriser. Il me semble que personne depuis 1944 n'a stimulé l'anthropologie française. Ou alors il y a des choses qui m'ont échappé parce que moi je prends les transports en commun, si vous voulez, et j'ai l'impression que l'anthropologie française n'est pas beaucoup stimulée. Ces dernières mais pour ça, décennies. il aurait fallu une prise de pouvoir. On en convient environ volontiers. On parle pas de résultats dans le réel. Là, on parle simplement de. Oui, mais déjà avant de j'ai commencer. évoqué l'éviction de l'échiquier politique de la droite. Il y a eu des gens qui ont été présents sur cet échiquier. Je pense par exemple même dans les années 30. Pas de grosse structure. On est d'accord, mais on aurait pu. Je pense par exemple à quelqu'un comme De Keralis qui était un authentique représentant de la droite authentique. Et bon, voilà, il a manqué une traduction politique. Il a manqué une traduction politique, c'est bien certain. Il y a un point sur lequel moi je suis particulièrement attaché, c'est la question spirituelle. On évoquait politique d'abord. Faut pas oublier que quand Maurras dit ça, on est encore d'une France catholique, donc la question spirituelle se pose moins. Et elle se posait moins parce qu'il n'y a pas eu Vatican II qui était passé par là non plus. Il me semble qu'aujourd'hui, la question spirituelle prime surtout, sachant que faut pas présenter la question spirituelle comme détachée totalement de la réalité. Enfin, c'est complètement stupide. Il y a que les catholiques à l'esprit lessivé qui peuvent penser ça, puisqu'on sait très bien que quand on est catholique, on a des grâces qui se traduisent matériellement et concrètement.
Donc moi je place la question spirituelle avant toute chose, parce que comme je vous l'ai dit, moi je suis un obsédé maintenant, je vous le dis, de la question de l'anthropologie, au bout d'un moment. Et est-ce qu'on pense franchement qu'on va refaire des Français ? Est-ce qu'on pense franchement que les 66% de Français qui ont voté pour Emmanuel Macron, on va refaire d'eux des Français sans la question spirituelle ? C'est une blague et c'est une plaisanterie. Pour faire basculer les gens dans l'anthropologie française, pour les faire sortir de l'individualisme, du laïcisme, de l'anti-France et j'en passe et des meilleurs, il faudra passer par la question spirituelle, parce qu'il faut les faire changer de paradigme, tout simplement. À propos de cette question, justement, Jacques Dupeyron, dans ses ouvrages sur la droite, définissait un clivage, un très gros clivage entre droite et gauche, qui est que la droite prend comme fait que Dieu est origine du pouvoir, alors que selon la gauche, c'est le peuple origine du pouvoir. Oui, alors je mets de côté votre question, pardon, je fais comme les politiques. Je voudrais dire un mot sur ce que disait Adrien Abosi, mais qui rejoint un petit peu ce que vous disiez. Sur le politique d'abord, je suis désolé, mais il va falloir que je rappelle aux auditeurs quel est le sens profond de ce politique d'abord chez Maurras, qui s'illustre par la parabole des murs de Syracuse. Je ne sais plus quel penseur grec... C'était Archimède. Archimède était donc au sein de Syracuse. Non, mais quel penseur grec ? Non, c'est Aristote qui parle de. Probablement qu'Aristote qui parle des murs de Syracuse et qui dit mais si les murs de Syracuse tombent, Archimède est égorgé et point de théorème. C'est ça la signification de politique d'abord. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui est de plus important dans la vie humaine. Dans la vie humaine, évidemment, ce qui est de plus beau et de plus important, c'est évidemment la spiritualité. Et c'est de là, je suis d'accord totalement avec Adrien Abosi, que viendra la nourriture de l'homme et son appétence pour le combat et pour le renouveau que nous appelons de nos voeux. Mais simplement, quoi qu'il arrive, si les murs tombent, la spiritualité sera impossible parce que nous serons des cadavres. C'est aussi bête que ça. Je veux dire, pourquoi la politique est première ? Parce que la politique fait que nous pouvons vivre ensemble en paix. Alors, nous vivons ensemble de moins en moins en paix. D'ailleurs, plus il y a de vivre ensemble, moins la paix, semble-t-il, est l'habitude en France. Et justement, c'est pour ça qu'il faut reconstituer le politique. Et je crois que c'est fondamentalement... Donc, reconstituer le politique, c'est reconstituer cet ordre organiciste, naturel, bienfaisant, cet ordre que l'homme de droite appelle de ses voeux. Mais il n'y a pas de politique droite sans catholicisme. Il n'y en a pas. Si, je pense. La Grèce antique n'était pas catholique et je crois qu'il y avait une politique droite. J'ai pas envie de rétablir l'esclavage tout de suite, moi, mon cher confrère. Là. Non, mais on parle de la France, là, quand même. Il y a une politique de droite, me semble-t-il, au plan strictement naturel, sans faire appel à des notions surnaturelles. Après, ce sera très nécessaire, ne serait-ce que comme élément d'insémination culturelle, en effet, qu'il y ait une résurrection du catholicisme en France, on en convient tous. Mais je crois qu'il faut quand même conserver aux politiques sa spécificité dans son ordre et dans sa sphère d'activité particulière. Cela n'empêche pas qu'il faudra, autant que possible, que les combattants, eux aussi, aient une profonde vie spirituelle parce que elle appellera des sacrifices importants. Après, sur la question que vous posiez, Arnaud, sur l'origine du pouvoir, je crois que c'est là que réside essentiellement la révolution. La révolution, ce n'est pas la mort du roi, la révolution, ce n'est pas les principes nouveaux. La révolution, c'est d'abord et avant tout le transfert de la souveraineté de Dieu dans la nation. C'est essentiellement là que réside la révolution, c'est-à-dire dans ce vol du feu dans les cieux pour l'amener sur terre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle au-dessus de la Bastille, la colonne de la Bastille, on a une représentation de l'ange Lucifer, qui est une autre figure de Prométhée, qui donne ce feu aux hommes. Et c'est une figure authentiquement luciférienne. Et c'est essentiellement là que réside la révolution. Je rappelle les écrits de Monseigneur Gaume là-dessus. La révolution, c'est les armées de l'ennemi de Dieu sur terre. Et fondamentalement, sans, je dirais, une attitude authentiquement contre-révolutionnaire, au sens où il faudra entamer une authentique rupture philosophique et politique avec l'idéologie des Lumières, nous ne pourrons rien faire. Et évidemment, je pense qu'Adrien en conviendra, invoquer le saint nom de Jésus-Christ pour, je dirais, baptiser, porter sur les fonds baptismaux cette œuvre politique, ne peut nous faire que du bien. Mais je crois que dans cet ordre particulier, sans faire de surnaturalisme, sans faire d'apparitionnisme, sans faire appel à, je dirais, à la soif un peu mystique que peut avoir un certain public, nous devons aussi restaurer des principes d'ordre naturel
pour cette politique de droite. Je pense par exemple au fédéralisme, le combat pour la vie, le sentiment aussi, l'attachement à la civilisation européenne, je dirais, dans ces aspects-là, essentiellement culturels. Donc on s'en fait rappel vraiment à la religion. Je pense à tout ce patrimoine immense de culture, de littérature, de peinture, de sculpture, de ce patrimoine esthétique. Ça, c'est peut-être un autre des grands traits de l'homme de droite, c'est que l'homme de droite est profondément un être d'esthétique. Alexandre Quignache. Oui, je reviens sur la question d'Arnaud, sur l'origine du pouvoir. Vient-il du peuple selon l'homme de gauche ou de Dieu selon l'homme de droite? Je crois que cette question nous amène à une autre pour y répondre. C'est déjà, qu'est-ce que le pouvoir et d'où vient-il? Question à laquelle je ne répondrai pas aujourd'hui, mais qu'il vienne de Dieu, je ne crois pas que ça soit la constante de l'homme de droite. Je crois que l'homme de droite réalise qu'il y a tout simplement un ordre. Et on revient toujours à la même chose. C'est-à-dire que il y a une organisation, il y a des gens qui ont du pouvoir. Et dont les hommes ne sont pas la cause. Et exactement. Ils ne sont pas seulement la cause. Évidemment que les hommes peuvent concourir, bien sûr. Ils concourent, etc. Mais chacun s'aperçoit bien dans sa vie que même s'il veut s'opposer à une forme de pouvoir seul, c'est quasiment impossible. Sauf 2-3 exceptions dans l'histoire de l'humanité. Je pense à Napoléon, Alexandre le Grand, ou Gengis Khan, mais qui sont des étoiles filantes et qui, encore une fois, à la fin se heurtent au réel et au pouvoir du monde lui-même et au pouvoir de l'adversaire ou de l'adversité. C'est-à-dire que le pouvoir est quelque chose d'extrêmement mystérieux. Alors certainement vient-il de Dieu, toute chose vient de Dieu, mais on peut l'expliquer autrement, c'est-à-dire il vient de l'organisation naturelle de la société. Et dire que cela vient du peuple me semble être une abstraction. Et là, oui, je suis d'accord, c'est quelque chose de gauche. Parce que la gauche fait reposer tous ses fondements idéologiques sur des abstractions, des utopies et aucunement sur le réel. Il y a une question sur laquelle j'aimerais revenir, qu'on a effleuré tout à l'heure, qui est la question de la refondation de la droite. Et je reprends par exemple la citation de Luc Chatel qui est très intéressante, puisque par cette citation, il nous démontre qu'il est un authentique homme de gauche. La droite en France est complexée d'être de droite. Elle est complexée d'être de droite. Les gens à droite sont complexés d'être à droite. Pas que. Vous aurez remarqué que ça a changé un peu, Adrien. Il y a 10 ans, on n'entendait jamais le mot droite. Ça a un peu changé, c'est tout à fait vrai. Et maintenant, tous les mouvements qui se montent veulent tous s'appeler droite sociale, droite ceci, droite cela. Ça, c'est parce qu'il y a une droitisation aussi de l'opinion. Mais je reviens sur la question du complexe. La question du complexe n'est pas nouvelle. Je lisais des ouvrages de André Tardieu, que j'aime beaucoup, qui a fait des ouvrages vraiment très intéressants, qui évoquaient déjà ça dans les années 30. Mais pourquoi cette permanence du complexe? Pour raison très simple, c'est que on ne cesse de le répéter, on a un régime, un système et une société dans laquelle le curseur du bien est placé au niveau de la gauche et au niveau de la révolution. Et donc, pour que refondation de la droite il y ait, il faut déjà commencer à briser ce complexe. Et comment briser ce complexe? Il y a le fond et la forme. Le fond, c'est rompre avec tous les mythes fondateurs de la gauche que j'ai évoqués tout à l'heure, ou que BHL, n'est-ce pas, évoqué tout à l'heure, que j'ai cité. Et surtout, il faut maintenant les assumer de façon péremptoire. Voilà. Il faut les assumer de façon péremptoire. J'évoquais la question spirituelle, soyons très francs. En France, c'est celle qui choque le plus. Les esprits sont déchristianisés plus que jamais, encore qu'il y a un petit renouveau catholique, on y reviendra peut-être, mais c'est la question qui heurte le plus, notamment les gens de gauche. Ils ne veulent pas entendre parler, je dirais, d'immixtion du spirituel dans l'espace public. Pour eux, c'est absolument insupportable. À ce niveau-là, donc, la refondation de la droite, je me répète, va passer par la rupture avec tous les mythes fondateurs de la gauche, et va passer aussi par la rupture de la laïcité. Je dis ça parce que le parti qui était censé être de droite, je dis bien censé parce qu'on sait ce qu'il en était, qui est le Front National, a fait des déclarations d'amour à la laïcité pendant des années. Ils sont, me semble-t-il, totalement à côté de la plaque. Et je pense que cette valeur de laïcité doit être mise à la poubelle le plus vite possible. Merci beaucoup Adrien Abosi pour ces éléments. Chers auditeurs, nous recevons par téléphone Victor Robert. Victor Robert est président d'Academia Christiana, qui est une association qui s'occupe d'organiser des universités d'été
pour justement proposer à nos jeunes un combat, une forme de combat adaptée à ce que nous voulons pour la France. Cette université d'été se déroule en Normandie. Elle est axée sur l'enracinement, sur la reconquête de notre patrie dans tous les domaines, sur la transmission de notre patrimoine matériel et immatériel. Victor Robert, est-ce que vous me recevez ? Oui, bonsoir. Bonsoir Victor. Alors, sur les premiers éléments que nous avons pu dire sur votre association Academia Christiana, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous proposez aux jeunes qui viennent à votre université d'été ? Eh bien, nous leur proposons d'abord, avant tout, une formation intellectuelle qui va effectivement porter sur le combat des idées. Academia Christiana n'est pas en tant que tel un mouvement d'agite-propre, un mouvement qui combat dans la rue ou qui organise des manifestations ou quoi que ce soit d'autre. Pour l'instant, Academia Christiana est surtout un mouvement intellectuel, un mouvement de formation. Et donc nous proposons à ces jeunes qui nous rejoignent pendant une semaine d'écouter des conférences, de les suivre de manière assidue, de prendre des notes, d'intégrer tout un certain nombre de choses. Et ensuite, nous voulons faire d'eux une certaine forme d'ambassadeurs pour la défense de notre vision du monde. La première étape, c'est effectivement d'apprendre, mais le but ensuite, c'est effectivement d'être capable de se servir de cette formation reçue pour devenir des combattants qui vont combattre avec force, mais surtout aussi avec intelligence. Voilà. Et ça, c'est vraiment le but d'Academia Christiana. Et ensuite, de susciter chez ces jeunes, effectivement, l'engagement et la générosité, puisque ce qui nous apparaît depuis un certain nombre d'années dans ce combat, c'est que ce qui manque le plus, finalement, à notre famille de pensée, à la droite et en particulier chez nous, à la droite catholique, ce n'est pas tant un manque d'idées, un manque d'armature intellectuelle, mais c'est surtout davantage un manque de volonté, un manque de courage, un manque de sens du sacrifice, un manque de générosité. Et c'est ça aussi que nous voulons susciter chez nos jeunes, leur donner envie de s'engager, de lancer des projets. Très bien, merci Victor. Est-ce que vous pouvez nous parler du thème que tiendra votre association cet été ? Alors le thème cette année, c'est reconquérir les esprits et les cœurs, comment agir pour une politique au service du bien commun. C'est un vaste programme. Voilà, un vaste programme donc qui va parler donc, essentiellement de reconquête, qui va se décliner sur tout un certain nombre de thèmes. Donc il va y avoir une partie de l'université qui va être déjà essayer d'avoir un regard assez juste sur le monde. Il ne s'agit pas forcément d'être dans un constat purement pessimiste. Il s'agit aussi effectivement de ne pas être non plus tombé dans le fatalisme, d'avoir le courage finalement de s'élever contre les monstres ou les grands démons de ce monde, mais qui ne sont pas des monstres ou des démons invincibles. Il s'agit donc de prendre conscience effectivement d'un certain nombre de problèmes, de les analyser, et ensuite surtout de parler de solutions pratiques et concrètes. Voilà. On ne veut pas simplement ancrer le pessimisme dans l'intelligence de nos jeunes participants. On veut surtout, et bien davantage, leur donner envie de reconquérir et surtout de leur donner des pistes, des idées. Donc, un certain nombre de thèmes de conférences que je peux déjà vous présenter. Elles sont toutes en ligne sur notre site internet, les auditeurs les retrouveront. Il y a par exemple la reconquête de l'écologie avec Madame Stéphanie Bignon, présidente donc de Terre et Famille. Il va y avoir une conférence sur la reconquête de soi-même par Pierre Saint-Servant, un jeune journaliste de présent. Et il nous semble effectivement que la reconquête de soi-même est le point fondamental ou le point de départ, la base finalement de notre combat. Comme je le disais tout à l'heure, ce qui manque le plus, c'est la générosité et le courage. Et la première chose que l'on peut reconquérir, avant de reconquérir le monde, avant de reconquérir notre pays, eh bien, c'est d'abord soi-même. Nous sommes finalement le seul objet sur lequel nous avons la possibilité d'agir ici et maintenant. Voilà. Ça, c'est un point très important qu'on essaiera de bien développer. Il y a aussi donc bien évidemment la question migratoire qui va être abordée avec notamment Jean-Paul Gourevitch qui n'est pas un auteur de droite, c'est plutôt un spécialiste en général de la question migratoire. Il a écrit dans la question pour les nuls un gros pavé sur l'immigration. Voilà, donc il va nous parler du phénomène migratoire dans le détail en Europe. Nous avons aussi donc la reconquête des mémoires par Reinhard Secher, éditeur et historien. Nous avons aussi une conférence sur les relations entre l'islam et l'Europe depuis les premiers siècles jusqu'aux derniers attentats, en passant par la reconquête espagnole, etc.
Nous avons des conférences plus fondamentales sur le bien commun. Nous avons des conférences sur la reconquête électorale. Malgré les échecs récents qu'a pu connaître le Front National, nous aurons des élus locaux qui viendront nous parler de leur travail. Nous aurons aussi des conférences plutôt sur les aspects théologiques, mais qui sont aussi des conférences de désintoxication un peu intellectuelle ou qui sont aussi en lien avec la chose politique. On aura une conférence sur la nature et la grâce par le père de Bulnière, fondateur de l'abbaye de Chéméré-le-Roi, la fraternité Saint-Vincent-Ferrier en Mayenne. Nous aurons aussi Martial Bild de TV Liberté qui viendra nous donner une conférence sur la reconquête de l'information. Nous aurons aussi une conférence avec plein de cadres militants, de mouvements militants engagés dans divers mouvements qui viendront faire une table ronde pour faire un peu un bilan de ces activités militantes de la jeunesse et voir un peu leurs défauts et voir aussi leur côté positif et essayer de susciter de l'engagement chez les jeunes. Oui, je crois que vous avez aussi d'autres noms prestigieux après ceux que vous venez de citer, comme Guillaume Bernard, comme Laurent Dandrieux qui viendra parler de l'Église et de l'immigration, Le Grand Malaise, son dernier livre. Peut-être, Victor, pouvez-vous nous donner, à l'intention des auditeurs, toutes les coordonnées de votre association ainsi que les dates de votre université d'été? Tout à fait. Alors, le plus simple, c'est de nous retrouver sur Internet. Donc, on est présent, nous avons un site Internet assez fourni, academiachristiana.org, voilà, tout simplement en tapant Academia, A-C-A-D-E-M-I-A, Christiana, C-H-R-I-S-T-I-A-N-A, sur Google, vous nous retrouvez très rapidement. Nous avons aussi donc sur les réseaux sociaux différentes pages sur lesquelles nous publions une actualité assez riche. On peut s'inscrire donc à notre université d'été en ligne. Elle est ouverte à partir de 16 ans. Et on veut dire jusqu'à 30 ans, même si c'est encore une fois quelque chose qui peut être tout à fait négociable. Les personnes qui habitent aussi en Normandie, dans la région de C, peuvent venir assister aux conférences autant qu'ils veulent. Il suffit simplement de prévenir à l'avance. Et l'université se tient donc du 21 au 27 août à C, donc en Normandie, à 2 heures de Paris en train. Il est possible aussi de venir en famille, à condition de nous prévenir. On peut s'organiser pour cela. Il est possible de ne venir aussi que quelques jours ou que le dernier week-end. Voilà, donc c'est l'avant-dernière semaine d'août, voilà, 3e semaine d'août, et voilà, et donc les inscriptions se font en ligne à partir donc de 80 €, si mes souvenirs sont bons, pour les étudiants sous tente. Voilà, et après il y a aussi bien évidemment on peut s'inscrire et dormir dans des chambres, c'est dans un internat, voilà, donc c'est un confort un peu spartiate. Mais tout ce qu'il faut pour suivre une semaine intense de conférences, avec également aussi des cours de boxe. On a un professeur qui vient nous donner chaque jour 1h30 ou 2 heures par jour de cours de boxe. Il y a pas mal d'activités conviviales, la soirée est libre. Le dernier soir, le samedi, il y a une grande veillée chantée, etc., avec un grand repas convivial et festif. Voilà, la messe tous les jours au camp avec un aumônier de la fraternité Saint-Pierre, l'abbé de Ned. Voilà. Oui, Victor, vous nous avez fait l'amitié l'année dernière de nous recevoir pour cette université d'été, aussi bien moi qu'Alexandre. Je voulais juste signaler à nos auditeurs que vous pouvez évidemment, il y a des temps, vous pouvez vous retrouver aussi en tête-à-tête avec un prêtre pour lui poser des questions si vous en avez, éventuellement pour recevoir le sacrement de réconciliation. On peut également aussi, comme vous l'avez dit, assister à la messe, je crois, quotidienne. Il y a des temps de chant aussi pour ceux qui veulent s'initier au chant liturgique. Enfin, il y a vraiment des moments de vraie spiritualité, de communauté aussi. Il y a une communauté militante en formation autour de votre initiative qui est maintenant assez ancienne, parce que vous avez, je crois, c'est votre 5e université d'été, je crois. Tout à fait. Et puis on y retrouve un petit peu aussi tout le, entre guillemets, le Gotha de la droite intellectuelle, parce qu'on y voit les épées d'université comme Guillaume Bernard, on y voit aussi des militants méritants qui viennent apporter leur témoignage. Je pense à Guillaume Luit, par exemple, qui est passé l'année dernière. On y retrouve, c'est un petit peu l'endroit où il faut être cet été, comme il fallait l'être l'été dernier. Donc, je ne saurais trop engager les parents qui ont des ados un peu en mal de formation de les inscrire, les grands-parents aussi de faire passer l'info à leurs petits-enfants, à leurs enfants, et puis de venir avec un copain, quoi. Les jeunes auditeurs qui nous écoutent n'hésitent pas à venir avec un ami qui n'est pas forcément très décidé à venir, mais c'est un bon moment. Et c'est vrai que moi, ce sera ma 15e ou 16e université d'été cette année. Et je ne peux pas manquer ce rendez-vous de l'été. Très bien, merci beaucoup Victor pour votre intervention. Nous rappelons donc que l'université d'été d'Academia Christiana aura pour thème cette année la reconquête des esprits et des cœurs, comment agir pour une politique au service du bien commun, et qu'elle se tiendra en Normandie du 21 au 27 août. Merci beaucoup Victor. Merci, au revoir.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes à l'écoute du Libre Journal de Roland Hureau, présenté ce soir par Arnaud Danjou. Nous traitons ce soir de la question « Qu'est-ce qu'être de droite ?» Et pour cela, j'ai autour de moi Adrien Abozy, avocat au barreau de Paris, ainsi que Alexandre Cugnache, également avocat au barreau de Paris, et je suis assisté par Sébastien de Querero. Alors, 2 questions d'auditeurs. Un auditeur nous demande... Alors, il nous fait remarquer que nous semblons oublier que la religion de l'argent roi relève de la gauche trotskiste, alors qu'à droite, il s'agit plus d'économie et de plans sur l'avenir. Un autre auditeur nous demande quelle est la position des intervenants sur la terrible question du transhumanisme. Je crois, Adrien Abozy, vous avez quand même évoqué longuement la question anthropologique. Je pense que la réponse va un petit peu de soi. Oui, tout à fait, oui. Mais peut-être en dire un mot malgré tout. Ça fait longtemps, c'est vrai que ça fait longtemps, en particulier dans des universités d'été, qu'on travaille sur la question du transhumanisme. On n'a pas attendu qu'elle fasse la une des journaux ou la une des magazines comme Causeur, qui lui a consacré un dossier lors de sa dernière livraison. Cette question du transhumanisme, on avait en particulier demandé à Lucien Cerise de nous débrouiller un peu le sujet, je me souviens, il y a 2-3 ans déjà, au moment de l'été de 2013, après la manif pour tous, parce que le mariage pour tous n'était finalement que le premier chapitre de ce grand livre du transhumanisme, qui nous promet monts et merveilles d'une part et qui terrifie d'autre part les conservateurs et les réactionnaires, les hommes de droite, mais qui, à écouter certains spécialistes de la question scientifique, semble être moins porteuse de promesses ou de menaces qu'il semblait à une première lecture, si vous voulez. Le transhumanisme, c'est surtout une belle occasion de propagande et de promotion commerciale pour des acteurs des marchés. Il y a de vraies menaces. Il faut pas s'en cacher. Des menaces très sérieuses pèsent, je dirais, sur l'authenticité de l'expérience humaine. Tout homme de droite, en fait, là, la dernière livraison de la décroissance en parle un petit peu. Tout homme de droite est forcément un homme en rupture, on l'a dit tout à l'heure, avec l'idéologie des Lumières, et en particulier avec sa religion du progrès. Et le transhumanisme, finalement, c'est le dernier avatar de cette religion du progrès. Adrien Abozy. Oui, tout à fait. On voit très bien où vous nous emmenez, très concrètement. Tout ce qui permet de dénaturer, j'allais dire l'homme naturel pour l'opposer à l'homme nouveau, l'homme normal, est promu par le système. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste, je vous le confesse, du transhumanisme, mais nous ne sommes pas naïfs. Nous voyons où nous voulons nous emmener, et il est tout à fait normal que les forces au pouvoir se soient emparées de cette question. C'est un nouveau levier d'action de subversion. Donc il est promu, tout simplement. Et aussi un immense marché, il faut dire immense marché. Ça va toujours avec. Le marché va toujours... La dynamique de gauche est strictement parallèle avec la dynamique du capitalisme. N'oublions jamais que le capitalisme, c'est une création de la gauche. Adrien Abozy, vous m'enlevez les mots de la bouche. Je crois qu'il y a aussi derrière ce combat sur le transhumanisme, au-delà de la question des limites, de notre finitude, de notre corps naturel que nous devons respecter et conserver, me semble-t-il. Mais cette question d'une nouvelle lutte des classes, c'est-à-dire une super élite qui aura les moyens de se faire implanter des organes, de se faire augmenter, d'avoir tout ce qu'il faut, et l'immense masse du reste de l'humanité qui, elle, continuera à vivre vivra dans des conditions de pire en pire. C'est-à-dire que on nous vend le transhumanisme comme étant un progrès pour l'humanité. C'est un progrès, je ne sais pas, mais pour une infime partie de l'humanité, et qui va coûter très très cher, parce que que faut-il derrière? Il faut des porteurs, des banques d'organes, il faut des mères porteuses, etc., etc. Donc il faut pour augmenter les capacités physiques et intellectuelles d'une partie de l'humanité, il faut réduire, mais pire qu'en esclavage, toute une autre large partie de l'humanité. Donc c'est vraiment une nouvelle lutte des classes, mais d'un niveau d'intensité encore jamais connu dans l'histoire, dans notre histoire. Enfin, cette question, en tout cas, nous soulève deux grands clivages entre ceux qui se situent à droite et ceux qui sont authentiquement de droite. Je pense que Luc Châtel veut faire probablement aussi des Républicains le parti des mères porteuses, de la gestation pour autrui. En tout cas, Emmanuel Macron, lui, en prend très nettement le chemin. On n'a pas entendu les constructifs, c'est-à-dire ces membres de la droite, entre guillemets, parlementaires qui collaborent avec le pouvoir macronien, s'élever contre la décision du comité consultatif d'éthique libéralisant la procréation médicalement assistée pour toutes. Donc ce sera désormais à la fois les couples lesbiens et les mères seules, les mères célibataires, pourront accéder à cette technologie qui en fait procède de la
fabrication industrielle de la vie. Donc là, il y a aussi une notion, on a parlé tout à l'heure d'organicisme, l'homme de droite respecte les équilibres naturels, accepte sa stérilité éventuelle, procède par des biais institutionnels qui imitent la nature, comme par exemple le principe de l'adoption, qui a toujours été un grand principe de droit romain, et dont nous nous réclamons à cette antenne. Et puis, il y a la deuxième grande question de la première question donc, de l'auditeur sur la question de l'argent. Aristote parlait d'anticrématistique, donc de ce combat en fait contre l'usure, pour faire simple, mais en fait du combat contre l'argent. Et aucune vraie droite n'émergera jamais si elle ne se donne pas pour objectif de mettre fin à la tyrannie de l'argent. Alexandre Cugnache. Tyrannie de l'argent, et vous avez utilisé le mot, la tyrannie de l'usure. Parce que le problème n'est pas tellement l'argent en tant que tel, mais sa constante dépréciation, et qui est liée donc à l'inflation généralisée et à l'usure, et aussi à la taxation démesurée des États, qui fait que la propriété, disons, patrimoniale, normale des familles ne se suffit plus à elle-même. C'est-à-dire que la simple propriété et le travail normal sur la propriété ne suffit plus à faire vivre les familles, parce qu'il faut constamment rémunérer l'argent via soit les taux d'intérêt, soit l'inflation. Ce qui fait que... Donc l'impôt. L'impôt et l'inflation et le taux d'intérêt. Tout ça, pour moi, ce sont trois phénomènes, trois expressions d'un même phénomène, pardon. La question fondamentale n'est pas là. C'est pas la monnaie en tant que telle qui est à condamner, mais le fait que le travail manuel associé à la propriété, disons, décente d'une famille qui serait propriétaire de son lopin de terre, de sa maison, avec un toit sur sa tête, ne suffisent pas à l'entretien des familles et à la transmission aux enfants. Alors, évidemment, c'est lié aussi au capitalisme et au libéralisme qui veut augmenter artificiellement les besoins de l'homme, qui fait que donc il faut toujours une masse d'argent supérieure et donc un travail et donc in fine une forme d'esclavage supplémentaire, parce que le travail n'est pas une valeur en soi, contrairement à ce que pensent certains droitards, mais simplement, la réponse est une nécessité. Mais cette nécessité, c'est la vie, c'est-à-dire se nourrir, se vêtir. Oui, en effet, on pense éduquer ses enfants, etc., etc. Les contre-révolutionnaires nous rappelaient que les grands auteurs, je crois que c'était Bonald, mais je ne veux pas dire de bêtises, nous rappelaient que l'argent, l'économie avait pour but l'entretien des familles et pas l'enrichissement. Absolument. L'entretien. Et là, on voit bien qu'il y a un rapport à l'argent. Je pense là à toute la présidence Sarkozy, qu'on aura qualifié avec grand raison de bling-bling. Ce goût immodéré pour le clinquant, pour l'argent dépensé en vain. Pardon, mais qui nous renvoie d'ailleurs inéluctablement à une logique libérale profondément de gauche, parce que la différence, pourquoi un tel goût de l'argent et du bling-bling ? Parce que les nouvelles hiérarchies se font par la quantité d'argent. Et non pas par la naissance. Et non pas par la naissance, ou tout simplement non pas par la qualité des êtres. Alors la qualité peut être donnée par la naissance ou par tout un tas d'autres systèmes. Même quand on dit naissance, on pense toujours évidemment à une instruction, une éducation. Une instruction, une éducation, des principes, des talents, des dons, enfin tout ce que vous voulez, qui sont parfaitement inégalitaires, j'en conviens. Mais qu'y a-t-il de plus inégalitaire que cette pseudo-égalité, c'est-à-dire la hiérarchie par l'argent. L'argent, rappelez-vous-en, chers amis auditeurs, a pour seule qualité, et c'est la seule chose au monde qui a cette propriété-là, la seule qualité de l'argent, c'est sa quantité. C'est-à-dire, que différencie 1 euro d'un autre euro ? Rien. Que différencie 2 euros de 1 euro ? Simplement le fait qu'il y en a 2 au lieu d'1. Donc, la seule qualité de l'argent, c'est sa quantité. Et je crois que là, nous touchons au cœur, c'est-à-dire du matérialisme et du non-matérialisme. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a l'accumulation de quantité qui fait face à ce que nous appelons de nos voeux, c'est-à-dire à l'estime de nos prochains par leur qualité. Là, c'est peut-être la grande différence de l'homme de droite et de l'homme de gauche, c'est ce sens de la hiérarchie d'une part et des qualités de l'autre. Adrien Abosi. J'aimerais revenir sur la question ou plutôt rester sur la question de la tyrannie de l'argent, qui est très intéressante. Alors, selon la doctrine de l'Église, ce n'est pas le fait de gagner de l'argent qui est mauvais, c'est l'attachement excessif, je dirais, à l'argent.
Alors on constate quand même une chose, c'est que donc l'explosion du capitalisme a fait exploser les liquidités sur la planète depuis 200 ans, et que partout où l'argent passe, il règne en maître. Dans tous les systèmes, c'était pareil en Union soviétique d'ailleurs. Alors la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut lui opposer à cet argent ? Matériellement, on ne peut rien lui opposer à l'argent, strictement rien. Matériellement, c'est lui le plus fort, c'est comme ça. La seule chose qu'on peut opposer à l'argent, et là je suis désolé, je retombe sur mes pattes, c'est Dieu. Parce que là où Dieu prime, l'argent ne prime pas. Et on ne peut pas servir de maître. Et on ne peut pas servir de maître. Et j'invite d'ailleurs les auditeurs qui s'intéressent à vérifier comment les rois de France s'occupaient de leurs créanciers. Ils vont en voir des vertes et des pas mûres. Donc le seul garde-fou, la seule muraille contre le pouvoir de l'argent, c'est l'Église. Quand elle est catholique, bien entendu. Alors il y a un autre problème que j'aimerais, sur lequel j'aimerais revenir, c'est la question du progrès. On évoquait le fait de ne plus être complexé quand on est de droite, le fait de s'assumer de façon péremptoire. Eh bien, il y a une valeur de gauche qu'on nous vend à toutes les sauces et qu'il va falloir mettre en cause, en tout cas la limiter, je dirais, à la question technique, c'est la question du progrès. Il faut limiter la question du progrès pour les techniques, et il faut être des adversaires résolus du progrès tel qu'il nous est vendu par le système. Parce que qu'est-ce que c'est le progrès tel qu'il nous est vendu par le système ? C'est l'abolition du passé. En réalité, c'est la matérialisation, même d'un certain point de vue, si je puis dire, de l'idéologie des Lumières. Je ne suis pas pour le progrès. Si par progrès on entend progrès technique, j'ai aucun problème avec ça. Civilisationnellement, dans une certaine limite, messieurs, j'entends bien, mais pour ce qui est du progrès d'un point de vue civilisationnel, je suis résolument contre, et j'oppose au progrès la continuité anthropologique, qui m'intéresse bien davantage. Je crois que sur la question du progrès, la meilleure arme à employer, c'est simplement la question de l'écologie. Les conditions d'existence de l'être humain sont très gravement compromises dans une société de progrès technicien. Il aurait fallu, pour bien faire, si vous voulez, qu'à chaque invention, un comité de sages ou je ne sais quoi, une institution puisse estimer, évaluer la valeur, je dirais, homéostatique de telle ou telle invention, savoir si cette invention produirait plus de nuisances qu'elle produit d'avantages. Je pense par exemple à une invention comme la voiture. Tout cela n'a jamais été l'objet de discussion publique. On n'a jamais entendu de débat parlementaire sur la question de la circulation. Pourtant, c'est ce qui organise aujourd'hui l'espace public. Donc c'est toutes ces choses en fait qu'il faudra à un moment donné interroger. Alors pas maintenant parce que les esprits n'y sont pas prêts, mais enfin il faudra interroger jusqu'à cette culture, enfin ce culte du progrès, cette civilisation de la technologie. Et pour cela, nous avons des armes tout à fait affûtées. Je pense là à l'œuvre, par exemple, de quelqu'un comme Jacques Ellul ou des gens comme Charbonneau. Je pense encore à d'autres noms comme Gustave Thibon. Gustave Thibon, évidemment, le philosophe paysan, qui ne manquaient pas d'être des hommes de leur siècle et qui pourtant, du fait justement de la profondeur de leur analyse, la profondeur de leurs humanités, avaient anticipé les caractères les plus morbide de cette société technologique. Un mot pour poursuivre cette réflexion. Je voudrais dire un petit mot donc de l'amiral Offand, qui d'ailleurs a été ministre dans des derniers gouvernements de droite en France. Je crois que c'est dans son ouvrage qui s'appelle Mensonge et vérité. Et il évoque que selon lui, les dérèglements et les problèmes posés par la modernité viennent du fait que les progrès spirituels ne sont pas allés aussi vite que les progrès technologiques. Et les progrès technologiques sont allés tellement vite que justement, toute la réflexion spirituelle n'a pas pu aller à son terme. Et sur la technique, il y a un petit bouquin rigolo à lire. C'est un bouquin de Bernanos. Je vais confesser, moi j'aime beaucoup le Bernanos romancier. Le essayiste, il y a à boire et à manger, on va dire. Mais il y a un essai de Bernanos qui est pas mal du tout. Moi aussi, c'est un peu l'inverse. C'est la France contre les robots. Mais ça me surprend pas. Ça me surprend pas du tout, messieurs. C'est la question du politique d'abord qui fait ça. Mais sur la question de la technique, c'est le petit bouquin de Bernanos, La France contre les robots, qui est en plus très bien écrit. Il évoque une chose très intéressante, c'est que la technique va permettre le règne des imbéciles. Puisque avant, sans la technique, les imbéciles étaient marginalisés par définition puisqu'ils n'avaient pas les moyens de s'imposer face aux esprits un peu plus développés. Grâce à la technique, les imbéciles vont pouvoir s'imposer. Et là, je dis, regardons l'histoire de la 4e et de la 5e République et puis bon, voilà, on en a une démonstration assez évidente. Pour poursuivre un peu ces références, on peut lire aussi avec profit l'œuvre des non-conformistes des années 30. Vous en trouverez une synthèse
dans le livre, un peu, voilà, la monographie de Loubet Delbeil, sur la question de la technique. Vous parliez tout à l'heure des progrès spirituels et des progrès technologiques, Adrien Abosi. En effet, dès les années 30, nos prédécesseurs, nos aînés disaient la crise est dans l'homme. Et c'est tout à fait contemporain. C'est-à-dire que ces ouvrages, ces articles n'ont pas pris une ride. Alexandre Cugnache. Oui. Le problème, c'est que la technique, c'est un sujet très très vaste et complexe. Je crois que ce siècle nous démontre en fait que l'homme de droite a raison. C'est-à-dire que la démesure, le culte du progrès nous a apporté, malgré le soi-disant progrès technique, le pire siècle de l'histoire de l'humanité. Des morts par centaines de millions, des guerres atroces, illimitées, s'acharnant sur les civils. C'est-à-dire que la démesure ne touche pas que les outils, mais évidemment les hommes qui s'en servent, qui commandent. Je veux dire, quand on voit un Staline, un Hitler, même les commandements américains qui bombardent allègrement avec des bombes atomiques des populations civiles, qui bombardent des populations civiles autant à Dresde dans les années 40 qu'à Kaboul, en Syrie, en Irak, etc. Les Américains ne sont pas les seuls coupables de ce siècle, je vous rassure, mais ils ne sont pas moins que les autres. Voilà, quel est le bilan tout simplement, on juge l'arbre à ses fruits. Oui, j'ajouterais la question de l'avortement aussi. L'avortement de masse qui sacrifie en France 200 000 enfants par an. Et là, on voit bien le lien entre la question technique et la question politique. C'est que l'industrie pharmaceutique a proposé en fait de résoudre les problèmes moraux, les problèmes de relations interpersonnelles à l'intérieur du couple, qu'ils soient mariés ou non d'ailleurs, par une solution pharmacologique, par une pilule, qu'elle soit contraceptive ou abortive d'ailleurs. Oui, et pardon, un mot encore, quand on voit, mais là on rejoint la sphère politique, que nos excellents députés sous l'ère de Monsieur Hollande ont quand même voté un délit d'entrave à l'IVG, vous êtes au courant, chers amis auditeurs. C'est absolument monstrueux. C'est-à-dire que des sites d'information pour dire que l'avortement n'était peut-être pas la panacée universelle, le fait d'éditer ou de participer à ces sites vous envoie directement en prison. Enfin, je veux dire, vous êtes des délinquants et je vous assure que là, le pouvoir en place est très très attentif à l'exécution de la loi, à l'application de la loi. L'avortement est une valeur de la République. Et je parle sous le contrôle de mon confrère ici présent, je peux vous assurer que la loi n'est pas appliquée en France pour 90% des délinquants. Absolument. Et d'ailleurs, à rappeler que justement cette IVG a été instaurée sous Valéry Giscard d'Estaing, donc classée à droite, mais certainement pas de droite, sûrement le pire président. Simone Veil, qui n'était d'ailleurs pas la pire dans la folie avortive, mais qui est tout de même à l'origine de cette loi. Maintenant, ils veulent la mettre au Panthéon pour ses grandes œuvres. Il va falloir en sortir Alexandre Dumas, je crois. Tout à fait. Mais ceci étant posé, on évoque la question de l'identité de l'homme de droite et de ce qui est constitutif de sa personne. On ne peut pas être de droite et favorable à l'avortement. Pourquoi ? Parce que être de droite, c'est être pour la continuité. Et par définition, quand on est pour l'avortement, comme on assassine la vie, si je puis m'exprimer ainsi, on empêche la continuité. Il y a une autre raison en dehors de ces considérations strictement politiques et morales. Il y a aussi une question philosophique, c'est le caractère volontaire du don de la vie. L'homme de droite, d'une certaine façon, on parlait tout à l'heure du sentiment tragique de la vie, accepte ce que la vie lui réserve. Et donc il accepte que les enfants, que la nature ou que le bon Dieu lui envoie. Tandis que l'homme de gauche, il va vouloir organiser, c'est d'ailleurs tout le principe du planning familial, il va organiser la fécondité de son foyer. Si tant est d'ailleurs que ce soit un principe auquel il se plie, parce qu'en réalité, on voit bien que, comme le disait je ne sais plus quel autre contre-révolutionnaire, je me demande si c'était pas Bonald, il parlait de l'homme des droits de l'homme, enfin de l'homme des idées nouvelles, des idées révolutionnaires, comme étant un homme, pour reprendre un peu les propos d'Alexandre en début d'émission, qui n'a finalement ni enfant, ni père, ni épouse.
Parce que quand on prend le modèle anthropologique de Rousseau de l'inégalité des hommes, l'inégalité parmi les hommes, on voit bien que cet homme est un mâle qui se promène, il fait la cueillette et occasionnellement il commet un viol sur une des femelles de son espèce pour éventuellement engendrer un fils dont il se désintéresse aussitôt d'ailleurs le coït terminé. Donc on voit bien que cette anthropologie au fondement des institutions contemporaines de la République française, c'est une anthropologie d'orphelins et de stériles. Absolument, c'est en fait cette différence entre les communautés naturelles de droite et la société artificielle contractuelle de gauche. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes à l'écoute du Libre Journal de Roland Hureau, présenté ce soir par Arnaud Danjou. Nous traitons ce soir d'une question qui est qu'est-ce qu'être de droite ? Et pour cela, j'ai à mes côtés Adrien Abosi, Alexandre Cugnache et Sébastien Querero. Maître Cugnache. Merci. Oui, pour rebondir sur ce que disait Sébastien Querero, on revient d'ailleurs à la définition proposée en début d'émission, l'homme de droite se considérant comme un créancier, l'homme de gauche se considérant comme un... pardon, c'est l'inverse. L'homme de droite se considérant comme un... Non, c'est ça, comme un débiteur, donc ayant une dette, donc il ne doit rien, il reçoit et tente de transmettre, et l'homme de gauche étant un créancier, ayant donc des droits, et pouvant donc réorganiser selon sa bonne volonté, étant donné qu'il a des droits. Mais là, on a une dérive quasiment luciférienne, hein, c'est-à-dire j'organise le monde selon mon bon plaisir. En fait, c'est ça, et selon ma volonté, selon mon idée, d'où l'utopisme, l'idéalisme de la gauche, qui à mon avis se départit totalement de la vision de l'homme de droite, qui est réaliste. Là, on a une image qui est un peu dévoyée, mais c'est Aristote montrant le sol et Platon montrant les idées. Alors, on peut être platonicien et de droite, hein, c'est possible, mais l'utopisme est à gauche, le réalisme est à droite dans ce sens-là. Parce qu'après, le réalisme en politique, c'est parfois autre chose. Je voudrais soumettre, parce que je crois que ça va dans ce sens-là, une image aux auditeurs. Je l'avais déjà soumise à Sébastien Querero, ici présente. En fait, on pourrait résumer très simplement l'opposition entre l'homme de droite et l'homme de gauche selon l'appétence pour certains organes. Chaque animal, chaque mammifère en tout cas, est essentiellement dirigé par deux organes, l'estomac et le sexe. L'estomac pour se nourrir soi-même et donc faire perdurer sa propre vie physique, et le sexe pour faire perdurer la vie de l'espèce, de la lignée. Le cerveau n'intervenant là-dedans que pour faire marcher l'un et l'autre. Finalement, l'intelligence n'est qu'un organe secondaire, et une vertu secondaire pour les êtres. À mon sens, bon, c'est un peu trivial, mais je vous le propose tout de même, l'homme de droite serait plutôt un homme du sexe, c'est-à-dire de la reproduction, du groupe, de la lignée, et verrait plus la transmission des choses, alors que l'homme de gauche serait plutôt un homme de l'estomac qui verrait à la propre satisfaction de l'individu au sens de sa propre survie. Alors, pour moi, cette idée-là n'est pas inintéressante parce que ça permet de comprendre un peu la psychologie de l'homme de gauche, qui après tout doit pouvoir être compréhensible. Il y a pas mal d'hommes de gauche. C'est une énigme quand même. Et dont certains ne sont pas totalement idiots. Enfin, je veux dire, il y en a même certains de sympathiques, mais qui verraient en fait d'abord la préservation de l'individu avant la préservation de l'espèce. Enfin, du groupe en tout cas. Ce qui n'est pas absurde, hein, je veux dire. Mais l'homme de droite penserait d'abord les liens et d'abord le groupe avant la survie de l'individu, et l'homme de gauche penserait d'abord l'individu avant le groupe. Il me semble que on pourrait là faire un distinguo entre deux visions de l'homme, deux visions de la société, donc une philosophie radicalement différente, mais qui ne délégitimerait pas totalement la vision de gauche de l'homme. Donc ça serait une sorte de main tendue aux gens de gauche, même si moi-même je me classe radicalement de droite. Bon, eh bien, pourquoi pas penser cela. Si des gens de gauche nous écoutent, chers amis de Radio Courtoisie, radio de toutes les droites, vous pouvez nous envoyer un petit message pour nous dire si cette explication vous convainc ou non. Il faut bien comprendre que l'homme de gauche est là pour jouir sur Terre. L'homme de gauche, très souvent, est athée. Et comme il ne vise pas le paradis aux cieux, il le vise sur la planète Terre. Et donc l'homme de gauche est sans cesse obligé de modifier la réalité pour essayer d'aller vers son petit paradis. Ce qui constitue l'homme de gauche, c'est la haine de la réalité. Et d'ailleurs, les hommes de gauche
sont totalement aveugles. La gauche, c'est un mot que je fais, mais je le pense quand même avec un fond sérieux, est devenu une maladie mentale qui empêche aujourd'hui de voir la réalité. On le voit avec la question du grand remplacement. Très concrètement. Je crois que c'était Richard Mier qui s'était fait moquer parce qu'il disait qu'à Châtelet-Léal, il y avait plus beaucoup de Français de souche, et les journalistes de Rue 89, de Libération, etc. à l'époque s'étaient moqués de lui. Bah écoutez, pour se moquer de lui, faut pas. Enfin vraiment, c'est qu'on n'a pas mis souvent les pieds à Châtelet-Léal, sachant que une station du RERB plus loin, c'est encore plus puissant en termes de grand emplacement. Les usagers de transport en commun comprendre de quoi je parle. Voilà. Oui, dans les propos d'Alexandre à l'instant, on distingue aussi un grand principe structurant de l'idée de droite, c'est la question de l'héroïsme. En fait, l'homme de droite, là Adrien à l'instant nous rappelait que l'homme de gauche vise à organiser finalement son petit paradis sur Terre, donc d'où l'utopisme et l'irréalisme, on en disait un mot à l'instant. Je crois que l'homme de droite, pour la survie du groupe, valorise les principes héroïques, la capacité de sacrifice, un certain ascétisme, un certain refus. Enfin, l'homme de droite, d'une certaine façon, c'est l'homme classique de la philosophie d'Aristote jusqu'à toute la pensée médiévale et jusqu'au gentilhomme du XVIIIe siècle, c'est-à-dire c'est l'homme qui méprise les passions. On pourrait dire cela de l'homme de droite fondamentalement, parce que l'homme de droite, vu que l'argent n'est pas une valeur cardinale, on l'a dit tout à l'heure, un moyen, une valeur nouvelle qui a été promue, au XIXe siècle, et ça faisait d'ailleurs toute la critique de Balzac dans la Comédie humaine est fondée sur ce principe, la critique de la nouvelle tyrannie de l'argent et de toutes les nouvelles passions finalement qui se sont données cours avec l'âge démocratique. Mais l'homme ancien, c'est l'homme des vertus héroïques, c'est donc l'homme qui méprise ce que l'homme du vulgaire tient pour une valeur, c'est-à-dire l'argent, la gloire, son plaisir personnel. Je crois que là, fondamentalement... La gloire, pas sûr. Ah, le vrai héros, normalement, méprise la gloire. Je crois que ça, c'est une idée. Par exemple, si on prend l'époque de Bonaparte, la quête de gloire dans ces âges-là était d'une certaine façon un parallèle de la quête de la fortune d'autres segments de la société. Je suis en train de relire quelques passages de l'Iliade. Il me semble que chez l'homme classique, le grec, ouais, mais il cherche l'attrait de la gloire. Oui, il cherche l'immortalité. L'immortalité. C'est une des formes. Je suis d'accord. C'est une des formes antiques de l'immortalité. Mais c'est la gloire tout de même. Vous avez raison. Mais je parlais pas de la gloire dans ce monde. Vous voyez, c'est la gloire dans ce monde, la quête de la gloire, de la célébrité. Les jeux, le fait d'être le premier, de ramener les lauriers. On ne ramène pas l'argent, quoique il y avait des prix, évidemment, mais ce qui comptait, c'était d'abord la gloire, que son nom soit inscrit. Mais ça, c'était un principe de traverser les âges. Mais justement, c'est un principe. On voit au-delà de soi-même, et c'est parfaitement de droite, je crois. On voit au-delà de sa propre mort, on veut se survivre, mais sans être là. C'est pas la même chose que la célébrité qui est recherchée aujourd'hui. Absolument, c'est totalement différent. Chers auditeurs, nous touchons bientôt à la fin de ce libre journal. Peut-être chacun quelques mots pour finir, pour différencier, pour dire qu'est-ce qu'être de droite en vraiment quelques mots. Contre-révolutionnaire français catholique. Non, je l'ai déjà dit, c'est être un héritier, un débiteur, et je crois avoir plusieurs qualités. Être un fils, un mari, un père, un professionnel. Voilà, c'est avoir plusieurs qualités. C'est être un homme doué de qualité. Moi, je crois que fondamentalement, être de droite, c'est les mots que je prononçais à l'instant, c'est-à-dire c'est dominer son existence, se tenir à égale distance de la mauvaise fortune que de la bonne. C'est finalement être insensible à la mauvaise ou à la bonne réputation que l'on fait de vous. C'est être habité par ces principes héroïques dont je disais un mot à l'instant, c'est-à-dire le sens du sacrifice, un certain ascétisme, ce qui n'empêche pas d'ailleurs de goûter le bon vin ou la bonne chair, mais tout ça doit quand même rester l'exception. Et finalement aborder la vie avec un style tragique, un style olympien, un style, pour tout dire, évolien. Voilà, pour moi, c'est ça, être de droite. Très bien, merci beaucoup. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous étiez à l'écoute du libre journal de Roland Hérault, présenté ce soir par Arnaud Danjou. Alors, il nous reste 2 minutes. Est-ce que, Adrien Abosi, vous pouvez nous préciser pourquoi il faudrait plus se dire contre-révolutionnaire que révolutionnaire ? Écoutez, prenez le métro et vous verrez les résultats de la révolution, j'ai envie de vous dire.
Je voulais dire dans le sens où nous, en tant que voulant renverser l'ordre établi aujourd'hui, pourquoi nous devrions plus nous dire contre-révolutionnaire que révolutionnaire? Ah d'accord. Non mais ça c'est un mot, la révolution. sémantique. La révolution, si vous voulez, au-delà de la question du régime, c'est la question des principes. La révolution, c'est la synonyme, c'est le nom synorgome, hein, c'est l'homme à la place de Dieu. Voilà. Donc après, il faut s'entendre sur le sens des mots. Nous sommes bien d'accord. J'emploie le terme de révolution dans le sens dans lequel il était employé par Monseigneur Gaume, dont je recommande d'ailleurs la lecture de tous les ouvrages, avec en passant, c'est-à-dire l'homme à la place de Dieu. Ben moi, je veux remettre Dieu au-dessus de l'homme, tout simplement. Voilà. Très bien, merci beaucoup Adrien Abosi. Chers auditeurs, vous étiez à l'écoute du livre journal de Roland Hureau, présenté ce soir par Arnaud Danjou, avec autour de la table Adrien Abosi et Sébastien de Querero.